remercier, je dois faire le remerciement parce que je sais que personne ne va nous écouter à la fin du séminaire, donc on le fait maintenant. Et voilà, alors le premier remerciement, c'est pour la Maison Sujet, évidemment, pour la directrice, Madame Liep, Goenel Liep, et les, les, les deux collaboratrices qui nous aident toujours avec des questions techniques, c'est Victoire et Nadia. Ensuite, on remercie grandement Ludovic Châtenay pour l'éditorialisation des vidéos et pour la publication en ligne sur le canal YouTube de l'AFS. On veut aussi remercier Aluminé pour les gâteaux et les cafés qui illuminent nos séances. Ensuite, on tient à remercier Aluminé, Marika, Thaïs, Francesca et les autres qui ont toujours fait des photos très sympathiques des participants. Et puis, bien sûr, aux participants assidus et aussi aux moins assidus. C'est toujours un grand plaisir, un énorme plaisir de vous retrouver et de discuter avec vous. Donc, la séance va commencer avec Maxime. Bien. Bien. Je donne une minute pour présenter Massimo. D'abord, merci. On est très heureux, honoré et heureux d'accueillir Massimo, qui est un participant régulier de notre séminaire. On est très heureux de l'avoir ici. Comme l'année dernière, il y avait aussi conclu l'année avec Claudio Paolucci. Je ne peux pas présenter Massimo Leone parce qu'il a tout fait, comme vous le savez, il est professeur partout, hein, professeur Durand, directeur du Centre d'études religieuses de la Fondation Kessler, professeur à Shanghai, dans d'autres universités. Il a été invité partout dans toutes les universités du monde. Faire la liste serait très compliqué. Je pense que c'est plus facile de faire la liste des endroits où tu n'es pas allé. Et donc, je ne peux pas trouver des traces d'une invitation à l'université de Kaboul. Je vois que ça te manque dans ton CV. Bon, il a publié une quantité extraordinaire, des centaines d'articles. Il a co-dirigé des dizaines d'ouvrages. Il a écrit lui-même plusieurs ouvrages. Je citerai uniquement un de ses derniers ouvrages, Semiotic Ideologies, un livre important publié il y a plus d'un an. Et je dirais tout simplement aussi qu'il est le co-responsable de la revue Semiotica, la revue de l'Association internationale du sémiotique, et aussi directeur de la revue Dexia, la sémiotique de Turin. Bref, aujourd'hui, on va nous parler d'éthique. Merci Massimo, c'est un plaisir. Merci beaucoup Juan, merci beaucoup Maria Giulia, c'est toujours un grand plaisir et aussi c'est vraiment une situation qui m'honore beaucoup et que je dois à votre amitié. Alors, je vais essayer de partager quand même. Voilà. Les stéréotypes ne sont pas un objet d'immense portée. Réfléchir à eux, c'est penser la vie et la mort. C'est toucher le cœur de la pensée grémacienne, qui est au fond une glose sophistiquée sur le retournement de la lumière et de l'ombre. Maupassant donna à cette question une forme brève. Le tic, paru dans le Gaulois le 14 juillet 1884, fut repris après la mort de l'auteur dans les colporteurs. Quelques pages, une scène presque mondaine, puis le gouffre. Le narrateur est à Châtel-Guyon, dans un hôtel d'eau. Le lieu convient. Des corps fatigués s'y rassemblent sous les formes polies de la vie mondaine.
la maladie, il prend les manières de la société. Un soir, à table, il remarque deux figures. Un père, sa fille. Elle, pâle, garde un gant à la main gauche. Lui est atteint d'un tic singulier. Chaque fois qu'il peut saisir un objet, sa main décrit un crochet rapide, une sorte de zigzag affolé. Le narrateur veut savoir. Plus tard, le père raconte. La jeune femme s'appelait Juliette. Elle avait été malade. On l'avait crue morte. On l'avait veillée, mise en bière, puis descendue dans les caveaux familiales. La maison avait pris le deuil. Le père, veuf, était rentré chez lui, vidé par la cérémonie, déjà séparé de sa fille par toute l'épaisseur du marbre. Le vieux domestique, Prosper, l'avait accompagné au lit d'après les funérailles. Soudain, l'on sonna à la porte. Le père ouvrit. Juliette était là, blanche, debout, ensanglantée. Elle parlait. Papa. La scène excède d'abord toute reconnaissance. Le père ne retrouve point sa fille. Il en reçoit une apparition effrayante. Son corps répond avant que l'intelligence puisse revenir. Un Maupassant lui fait dire « Je m'en allais à reculons devant ce spectre qui entrait. » Et c'est là que naît le tic. Le père recule devant l'ombre redivive de sa fille, faisant de la main, comme pour la chasser, le geste qui lui restera dans le corps. Dans la tombe, un voleur avait coupé un doigt de Juliette pour lui arracher ses bagues. Les sangs avaient coulé, la douleur l'avait réveillée, elle était sortie du caveau avec sa blessure, rapportant dans la maison la preuve que la mort avait été traversée. Prosper, le domestique, vit Juliette ressusciter. Il comprit que le tombeau avait un témoin. C'était lui le voleur. Il tomba mort. L'éthique des Maupassant est un mouvement minuscule. Pourtant, tout s'y engage. Le père tend vers le monde, quelque chose en lui interrompt cet élan. Une puissance sans visage utilise son corps comme un pantin. Il contrarie les mouvements vivants par lesquels un sujet rejoint l'objet de son désir. Le trauma explique cette contradiction. Rien pour ce père ne pouvait être plus désiré que le retour de sa fille à la vie. Or, ce retour lui apparaît d'abord sous la forme d'une morte. Juliette revient, mais elle revient blanche, elle revient spectrale, arrachée au tombeau. La joie la plus absolue prend le visage de l'effroi. Le tic naît dans cette rencontre impossible. Il naît lorsque le vouloir du vivant se heurte à une image de non-vie. Il est l'enquistement de la mort dans la motricité, une non-vie logée dans le corps vivant. Dès lors, le tic devient une indication péremptoire. Le corps du tiqueur ne lui appartient plus tout à fait. Il est en un sens pantin. Il est corps livré à des mains inconnues. Il est mort à même les vivants. Au moment où Maupassant écrivait l'éthique, la neurologie française affinait ses instruments d'observation. À la Salpêtrière, Charcot avait donné aux troubles du mouvement une visibilité nouvelle. Le corps nerveux devenait un objet de description, de classement et d'interprétation. Un geste minuscule pouvait désormais être traité comme un document clinique. C'est dans ce contexte qu'il faut situer l'éthique et leur traitement, publié chez Masson en 1902 par Henri Meige et Eugène Clément Louis Fandel. Le premier était un neurologue français, ancien élève de l'école de Charcot, lié à la Salpêtrière et plus tard à l'école des Beaux-Arts. Le second, Fandel,
est moins présent dans la mémoire disciplinaire, mais les volumes l'associent pleinement à cette enquête sur l'éthique. Le livre est préfacé par le professeur Édouard Brissot, lui aussi élève des Charcot, ainsi que des Broca et Lazègue. Il appartient à cette génération qui prolonge, organise et déplace l'héritage de la clinique de la Salpêtrière. Mais le charme le plus étrange du volume vient peut-être de son seuil clinique. Après la préface et l'avertissement, les auteurs ouvrent leur enquête par un titre presque littéraire, Les confidences d'un tiqueur. On croirait entrer dans une confession de salon. On entre en réalité dans l'analyse d'un corps divisé. Le cas présenté est celui de M.O., décrit comme un tiqueur exemplaire. Avant même la définition abstraite, Meige et Chandelle donnent à lire une vie. Ils placent devant nous un sujet qui parle de ses gestes, qui les observe, qui les explique parfois avec une lucidité extrême, mais qui ne parvient pas pour autant à les gouverner. La clinique commence ici par une parole à la première personne. Cette parole, pourtant, en décrit précisément la perte. Brissot commence par une décision de méthode. Le tic ne doit pas être méprisé parce qu'il paraît modeste. Une grimace involontaire, un cri singulier, un geste inattendu peuvent sembler secondaires. Ils ne le sont que pour une pensée pressée. Ce phénomène discret renseigne au contraire sur de mécanismes essentiels. Le premier problème est celui du nom. Tic est un mot sans prestige savant. Il vient de l'usage commun. Onomatopée, il apparaît pour la première fois dans la langue française en 1611, désignant un mouvement convulsif du cheval. Puis, de 1668, chez l'homme, mouvement involontaire d'allure convulsive. Mais à partir au moins de 1736, habitude bizarre, plus ou moins ridicule, ou bien sorte d'obsession, de manie d'ordre intellectuel, culturel. Brissot y voit pourtant une justesse. Il oppose au spasme. Alors que le second peut être décrit comme une décharge, une contraction, un réflexe, le tic garde quelque chose d'une conduite. Il ressemble parfois à une défense. Il peut prendre l'allure d'une mimique. Il peut même sembler viser un but. Mais ce but est déplacé, fictif, devenu opaque. Le geste conserve une direction sans qu'elle soit clairement reconnue par celui qui l'accomplit. C'est ici que le traité devient précieux pour une sémiotique de l'acte. Le tic révèle une dissociation. Les corps exécutent une forme de programme. Les sujets ne possèdent plus entièrement la modalité qui devrait le soutenir. Il y a bien de l'action, il y a même une esquisse de finalité, mais le vouloir, le savoir et le pouvoir se défont les uns des autres. Dans une perspective grémacienne, l'éthique est donc un cas limite de lactance. Il montre ce qui arrive lorsque le programme narratif survit à la clarté du sujet modélisé. Le corps accomplit une opération, mais l'instance d'assumption se trouble. Le geste est chargé d'une intention devenue étrangère. La formule de Brissot est alors décisive. Le tic est souvent une fonction qu'ils exécutent à contre-temps ou hors de propos. La fonction demeure, elle a perdu sa pertinence. Elle agit encore, mais hors du cadre où elle faisait sens. Elle devient une survivance fonctionnelle. On pourrait appeler cela une ombre de finalité sans sujet. Le tic révèle donc une crise de l'imputation. À qui appartient le geste? Quel sujet peut le revendiquer? Quel objet vise-t-il encore? Quel programme continue-t-il à servir lorsqu'il ne sert plus à rien? La clinique de Meige, Chandelle et Brissot donne ainsi une leçon plus vaste que son objet. Il montre
que le corps peut produire des signes dont le sujet n'est plus entièrement l'auteur. Il montre aussi qu'un automatisme peut conserver la forme fossile d'une intention. C'est par là que l'éthique nous conduit vers les stéréotypes. Car le stéréotype, lui aussi, est une forme qui continue. Il répète, il simplifie, il conserve une direction sociale alors même que les sujets qu'il emploie ne sait plus toujours d'où il vient. Comme l'éthique, il peut être une finalité devenue obscure. Comme l'éthique, il peut faire agir un corps, une voix, une écriture, c'est donc un programme hérité. La question devient alors plus large. Que se passe-t-il quand une forme survit à sa conscience? La neurologie découvrit dans le corps un mystère mécanique que la littérature avait déjà longuement sondé. Avant la stabilisation clinique du tic, les récits avaient observé ce que produit de la vie sociale un geste qui échappe. Ils avaient surtout compris que ce geste n'est jamais neutre. Le tic fait surgir dans le corps une agentivité autre. Quelque chose agit dans les sujets sans se laisser reconnaître comme son acte. Quelque chose parle avant lui, malgré lui, parfois contre lui. C'est pourquoi la littérature s'y intéresse avec tant d'insistance et reconnaît dans le tic un ventriloquisme corporel. La voix ne vient plus seulement de la bouche, elle vient du muscle et du clignement. Le corps devient la scène d'une parole sans locuteur stable. Il laisse passer une intention qui n'a plus de sujet clair. L'histoire médicale elle-même avait une longue préhistoire, mais cette préhistoire avançait par éclats. Arrêté de Cappadoce aurait déjà décrit des phénomènes que l'on peut rapprocher des tics. Puis, il fallut attendre la grande médecine clinique du XIXe siècle pour que ce geste, longtemps dispersé entre possession, bizarrerie ou maladie nerveuse, entrasse dans un cadre plus précis. Jean-Marc Gaspard-Itard, médecin connu pour son travail sur l'enfant sauvage de l'Aveyron, décrivit en 1825 le cas d'une patiente aristocrate, la marquise de Dampierre, dont l'éthique corporelle et les vocalisations obscènes allaient devenir l'un des grands exemples pionniers de ce qu'on appellera ensuite le syndrome de Gilles de la Tourette. Armand Trousseau, grand médecin de Tours, parla alors de la maladie d'éthique en 1873. Mais ce fut en 1885 que Georges Gilles de la Tourette, élève de Charcot, décrivit un ensemble de patients présentant des tics moteurs et vocaux. Jean-Martin Charcot, maître de la salpêtrière, contribua à distinguer ce tableau de l'hystérie. La littérature, cependant, n'avait pas attendu la médecine. Dans Little Dorrit, publié entre 1855 et 1857, Dickens donna à Mr. Panks, collecteur de dettes, une agitation corporelle et vocale remarquable. Le personnage souffle, il crie, il produit des sons inopportuns. Il semble porter, avant la stabilisation médicale du syndrome, une constellation de signes que la clinique allait plus tard reconnaître. Mais l'âge romanesque est déjà plus vaste que les diagnostics. Mr. Panks est encore socialement déréglé. Il introduit dans la scène victorienne une énergie qui trouble la bienséance. Benito Pérez Galdós, grande figure du roman réaliste espagnol, s'intéressa lui aussi aux troubles neurologiques. Ces romans font place à des corps observés avec une attention presque clinique. Dans Marianella, publié en 1878, Manuel Penáquilas répète la fin des phrases. Dans Angelguerra, publié en 1890, Léret présente une mobilité oculaire puis une manie de cligner. L'éthique devient une manière d'entrer dans la visibilité romanesque. Il donne au personnage une marque, mais cette marque menace aussi de le réduire à elle. Emilio Carrere, écrivain madrilène du 1er et 20e siècle,
publia La Torre de los Siete Jorobados, la tour des sept bossus, en 1924. L'éthique qui participe à une esthétique du grotesque. Le protagoniste est superstitieux et intelligent. Il est aussi traversé des signes nerveux. Les troubles corporels servent ici à produire une étrangeté sociale. Il fait du corps une surface où la société croit lire immédiatement une anomalie morale. Robert Grace, écrivain britannique surtout connu pour ses romans historiques sur l'Antiquité romaine, publia I, Claudius en 1934. Il y reprit la figure de l'empereur Claude, longtemps tenu à l'écart du pouvoir parce que son corps semblait défaillant. Bégaiement, boiterie éthique s'y manifestent alors en tant que signe politique. L'apparence de faiblesse protège le personnage dans un monde dominé par la violence dynastique. Ici, l'agentivité autre du corps devient presque une ruse de l'histoire. Jonathan Lethem, romancier américain associé à une écriture où les romans noirs rencontrent l'expérimentation contemporaine, incarne une nouvelle étape littéraire avec Motherless Brooklyn, publié en 1999. Son protagoniste, Lionel Ashrow, est atteint du syndrome de Tourette. Le tic ne reste plus extérieur au récit, il travaille la voix narrative elle-même, la phrase devient le lieu où se manifeste l'impulsion. Le ventriloquisme corporel devient verbal. Ces exemples montrent pourquoi l'éthique attire la littérature. Il met en danger ce qu'elle cherche à sauver, la singularité d'une voix. Le tic impose au personnage une parole corporelle qui le précède. Il introduit dans l'individu une forme déjà faite, répétitive, presque anonyme. Il fait apparaître au cœur du vivant la possibilité d'une mort de la singularité. C'est ici que l'éthique devient un problème des signes. Il est, selon notre formule, une ombre de finalité sans sujet. Pourtant, cette ombre tombe toujours dans un espace déjà codé. Les autres la lisent, ils y voient faiblesse ou danger. La clinique noble le trouble, la société, elle, l'attribue à une identité. La littérature éthique devient ainsi une littérature du jugement. Elle montre comment un accident du corps peut devenir un opérateur de position sociale. Le tiqueur est celui dont les corps parlent trop et trop tôt. Il signifie avant d'avoir consenti à signifier. À cet endroit commencent les stéréotypes. Le tic est un signe produit sans pleine maîtrise. Le stéréotype est une lecture produite avec trop de certitude. Le premier fait surgir les sujets une agentivité étrangère, le second fixe cette étrangeté dans une forme sociale. L'un est un ventriloquisme du corps, l'autre est un ventriloquisme de l'esprit. Il fallait peut-être, pour comprendre cette tension sans la réduire, la voix d'un clinicien qui écrivait comme un moraliste. Oliver Sacks occupe cette place. Dans Awakenings, traduit en français comme l'éveil, 50 ans de sommeil, les tics apparaissent dans le contexte du traitement par la lévodopa de patients atteints d'encéphalite léthargique. La lévodopa, précurseur de la dopamine, rend à ces corps immobiles une part du mouvement perdu. Mais ce retour du mouvement n'est pas un simple retour à l'ordre. Il ouvre une autre scène. Les patients sont réveillés, puis parfois emportés vers un excès moteur, une agitation, une profusion d'éthique. Le corps sort de la torpeur, mais il ne revient pas immédiatement à la souveraineté. Dans The Man Who Mistook His Wife for a Hat, en français, l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, Sacks consacra en outre un chapitre à Ray, le tiqueur ingénieux. Ray avait des tics depuis l'enfance. Il lui rendait la vie sociale difficile. Il perturbait son travail. Il l'exposait au regard des autres. Pourtant, ils entraient aussi dans son rythme à lui.
Ils affectaient son humeur, son jeu, sa rapidité, sa présence musicale. Le traitement par allopéridol apaise les tics. Il rend Ray plus acceptable socialement. Mais il modifie aussi ce que Sachs perçoit comme sa vivacité. Les symptômes diminuent, une part du style semble s'affaiblir. Ray finit par trouver une solution paradoxale. Médicaments la semaine, liberté symptomatique le week-end. La vie doit se partager entre l'intégration et l'excès. Cette histoire montre que l'éthique ne peut être réduite ni à une pure maladie, ni à une pure ressource expressive. Il est une contrainte, mais cette contrainte entre dans la forme même d'une existence. Il fait souffrir, mais il compose aussi avec les sujets une manière d'être. Chez Sachs, la question n'est jamais seulement de supprimer les symptômes, elle est de comprendre ce qu'une personne devient lorsque les symptômes font partie de sa manière d'habiter le monde. Nous retrouvons ici, sous une forme plus humaine encore, le problème de la singularité. Si l'éthique est d'une agentivité autre, si le corps y part comme ventriloqué, il faut pourtant se garder d'une conclusion trop simple. Cette altérité n'est pas seulement dépossession, elle peut aussi devenir style, elle peut s'intégrer à une voix, elle peut former dans la douleur même une signature. La littérature s'était inquiétée du tic parce qu'elle y voyait la menace du stéréotype, une forme répétée, étrangère, presque anonyme, venant recouvrir la singularité d'un sujet. Sachs oblige à déplacer légèrement cette inquiétude. Il montre que la singularité ne se trouve pas toujours avant les symptômes comme une pureté qu'il faudrait restaurer. Elle peut se construire avec lui, contre lui, parfois à travers lui. La question devient alors plus vaste. Quand une forme se répète à nous, faut-il toujours y voir une mort de la singularité? Ou faut-il reconnaître que toute singularité humaine se compose aussi avec des répétitions, des automatismes, des héritages corporels et des formules venues d'ailleurs? C'est précisément ici que le tic nous conduit vers le stéréotype, car le stéréotype est lui aussi une forme étrangère qui parle à nous. Il n'est pas un simple contenu faux, il est une formule disponible, une conduite de perception, une manière déjà faite de lier un signe à une identité. Il ventriloque la culture comme l'éthique ventriloque le corps. C'est à ces points précis que le parcours de notre séminaire votre séminaire devient indispensable. Pendant plusieurs mois, le stéréotype y a été déplacé d'un domaine à l'autre. Il a traversé la langue, l'image, le corps social et l'institution. Il a rencontré l'économie politique, l'anthropologie linguistique, l'histoire du traitement automatique du langage et la philosophie de l'automatisme. À chaque déplacement, sa fausse simplicité s'est défaite. Le stéréotype est apparu comme une forme de stabilisation du sens et comme une puissance d'usurpation. Quelque chose parle à travers nous avec la force tranquille de ce qui semble déjà connu. Un premier axe a concerné l'automatisation du sens. Juan Alonso Aldama a ouvert cette direction à partir de Calculating Empires, la vaste installation de Kate Crawford et Vladan Joler, consacrée à la généalogie des liens entre calcul, pouvoir et technologie. L'œuvre replace l'intelligence artificielle dans une histoire longue de la mesure, du classement et du contrôle. Selon la formule de Juan Alonso Aldama, l'automatisation du monde est d'abord une automatisation du sens. Avant d'automatiser des décisions, des images ou des conduites, une société automatise des manières d'interpréter. Le stéréotype devient alors l'un des relais par lesquels une forme interprétative se naturalise. Maria Giulia Dondero a situé la question dans l'automatisation contemporaine des langages et des images.
Les modèles génératifs réactivent des régularités encyclopédiques, des cristallisations discursives, des formes visuelles déjà stabilisées. Il a rappelé que, je cite, la formalisation d'informations ne coïncide pas avec l'automatisation du sens. La distinction est essentielle. Formaliser une information, c'est la rendre transmissible. Produire du sens, c'est l'ajuster à une situation, à un corps, à une mémoire culturelle. La stéréotypie algorithmique apparaît ainsi au point où la machine sait générer, tout en retombant sur les régularités déposées d'une autre encyclopédie collective. Rossana De Angelis a ramené les mots stéréotypes à son sol matériel. Provenant de l'imprimerie, il désigne d'abord le passage des caractères mobiles à la planche solide. Selon la formule De Angelis, d'une pluralité d'éléments, on en fait un élément unique. Cette origine typographique change la portée du concept. Les stéréotypes entrent dans notre réflexion comme une technique de solidification. Ils transforment la variation en bloc, puis ce bloc devient disponible pour la reproduction. Jacqueline Léon a replacé cette question dans l'histoire du traitement automatique des langues. Elle a rappelé que la traduction automatique est née comme technologie de guerre froide. Dans un espace de sciences, ingénierie et dispositifs militaires se sont profondément mêlés. Cette généalogie importe ici car l'automatisation linguistique engage la langue, la rationalisation et les formes historiques du contrôle. Lorsque, plus tard, la linguistique disparaît peu à peu derrière les grandes masses de données, une certaine idée du sens se trouve absorbée par la puissance du traitement. Niccolo Monti a prolongé cette ligne par la question de l'information. Son alternative initiale était précieuse. L'information est-elle une plaie pour la sémiotique ou bien un pli qui oblige la discipline à se réinventer? La plaie désigne la blessure infligée aux catégories classiques du sens, le pli, une possibilité de redéploiement. Le stéréotype devient alors l'un des lieux où l'information et les sens se touchent sans se confondre. L'écriture automatique peut produire des formes nouvelles et les produit à partir des contraintes, des formats et des probabilités qui orientent déjà ce qu'elle appellera originalité. Un deuxième axe a concerné le corps, l'habitude et l'animation. Federico Montanari a proposé de comprendre le stéréotype comme une procédure de sens sédimentée devenue naturelle. Il a convoqué Eco, Peirce et les sciences cognitives pour penser les stéréotypes comme un fragment d'interprétation fossilisée. Cette formule est utile parce qu'elle déplace le stéréotype hors de la seule biologie explicite. Le stéréotype est aussi une économie de l'inférence. Il permet de comprendre vite, son danger tient à cette vitesse même. Igor Pegreffi a donné à cette question une inflexion philosophique. Il a rappelé que nos vies sont traversées par des automatismes qui nous asservissent et nous forment. Sa formule a la force d'un axiome. Nous avons l'automatisme, mais nous sommes aussi automatisme. Les sujets se forment par habitude, par gestes appris, par chance à incorporer. La question critique devient alors celle de la reprise. Comment transformer ce qui nous automatise en possibilité de cadre? Marion Collat-Blaise a donné à cette réflexion son vocabulaire le plus précis en distinguant les machinales et les mécaniques. Les machinales concernent d'abord... Vous avez perdu moi ou... Voir si moi, ça m'a connecté. Ah, j'étais pas... Depuis quand? Non, secondes, même pas deux. Ok. C'est vraiment de la stéréotypie. On n'entend plus. Oui, non, effectivement non, parce que Massimo a été déconnecté. Éjecté. Et donc, il essaie de retrouver la connexion et de retrouver la... De trouver soi-même aussi.
Donc, oui, oui, on est sur la bonne route pour revenir avec son PowerPoint, son intervention. Là, c'est la deuxième fois qu'ils sont du réseau. Ah non. Oui, Bien. c'est la vôtre. Donc, Marion Collat-Blaise a donné à cette réflexion son vocabulaire les plus précis en distinguant les machinales et les mécaniques. Les machinales concernent d'abord certains comportements humains. Lorsque la volonté se retire, le mécanique renvoie davantage à la machine, mais les deux termes s'entremêlent dans les pratiques contemporaines. Il a rappelé, avec les trésors de la langue française, les gestes, mouvements, paroles répétées de façon mécanique sans participation de la volonté. Ces définitions nous ramènent directement au tic. Le stéréotype devient comportement et les comportements deviennent des dieux où l'humain et la machine se réfléchissent mutuellement. Dans ces lieux, Megan Barker a ouvert une voie inattendue avec la marionnette et l'animation. La marionnette semble d'abord incarner la manipulation, un corps mu par une volonté extérieure. Pourtant, son analyse déplace la question vers la participation distribuée. Dans une performance, la vie de la marionnette dépend du manipulateur, de l'objet animé et du regard du public. Qui anime qui n'est jamais totalement clair. Pour notre propos, ce détour est aussi essentiel. Le stéréotype agit lui aussi comme une animation distribuée. Il met en mouvement des sujets qui croient parler seuls alors qu'ils sont déjà pris dans une forme collective. Abner Pérez a donné à cette inquiétude une densité clinique presque fantastique. Et dans son cas d'ouverture, le personnage lié à l'IA impressionne parce qu'il répond à tout, dans toutes les langues, avec une fluidité parfaite. Pourtant, quelque chose lui manque. La phrase est terrible, il sait tout, mais il ne connaît rien. Cette formule aussi touche le cœur de notre problème. Les stéréotypes de l'intelligence artificielle comme de la clinique peuvent produire une compétence sans rencontre et une présence sans véritable altérité. Un troisième axe a déplacé le stéréotype vers les images, les médias et les styles. Pierre Casounogues a proposé de penser l'étrange comme mode contemporain de la critique philosophique. En travaillant avec Bueno Lawagen sur le found footage, c'est-à-dire les montages d'images trouvées, et sur les images d'IA, il a montré que le stéréotype peut être repris à contre-emploi. On peut déplacer les clichés, l'exposer, le rendre à son inquiétante étrangeté. Matteo Treleani a parlé d'une économie sémiotique de la répétition. En étudiant les reprises audiovisuelles, les images d'archives et les flux télévisuels, il a montré que les stéréotypes visuels peuvent résulter d'une infrastructure de circulation. Sa formule est aussi importante, la production des stéréotypes est souvent une conséquence non intentionnelle du système. Le stéréotype apparaît alors comme un effet de milieu. Il est produit par la répétition industrielle des formes avant même d'être voulu par un sujet. Jean Marlot a porté ces problèmes d'analyse des styles artistiques générés par l'IA. Il a rappelé que les styles se tiennent dans une tension entre unicité et répétitivité. Un style doit être reconnaissable, mais il doit rester vivant. Les modèles génératifs apprennent précisément cette reconnaissance. Ils sélectionnent des traits saillants, puis risquent de transformer cette reconnaissance en surgénéralisation. Le style devient stéréotype lorsque la singularité d'une œuvre s'est réduite à quelques marques exportables. Claudio Paolucci a radicalisé cette analyse avec l'exemple du visage sané, repris de Marie-Louise Zander. La machine, confrontée à la demande de soustraction, résiste parce qu'elle reste attachée à ses prototypes figuratifs. Pour elle, un visage sané est presque comme un visage sans visage.
L'IA révèle alors une dépendance aux structures du plausible visuel et lutte contre un stéréotype en mobilisant d'autres stéréotypes. Anne Beillard-Guesselin a introduit un autre mouvement avec Brassai, à travers le graffiti gravé et photographié pendant plusieurs décennies. Elle a proposé de reconstituer un stéréotype lent. Et cette lenteur, en effet, importe. Le stéréotype peut se déposer sur le mur, passer par la gravure, être recueilli par la photographie, puis revenir comme mémoire visuelle. Peut-être une durée inscrite. Alumine Rosso a porté la question de l'espace du musée et de l'IA curatoriale, en demandant ce que l'intelligence artificielle permet au domaine artistique de révéler de lui-même. Elle a montré que les stéréotypes concernent aussi des rôles institutionnels. Il y a des manières stabilisées d'être commissaire d'exposition, il y a des manières stabilisées d'être visiteur. Le musée montre des œuvres et forme des conduites reconnaissables. Un quatrième axe a mis en évidence la dimension sociale, économique et politique du stéréotype. Carlo Vercellone a déplacé la question sur le capitalisme cognitif et le free digital labor, c'est-à-dire l'activité non rémunérée que les usagers accomplissent en utilisant les plateformes. Les plateformes captent une activité gratuite, immatérielle et en apparence libre. Les usagers produisent des données, des préférences, des régularités. La machine apprend alors à partir des conduites qui se croient libres, mais qui deviennent matière première de la prédiction. Ethan Wilf, depuis l'anthropologie linguistique, a proposé de penser ChatGPT à partir des dimensions de la signification, de la circulation et de l'émanation. La signification concerne ce qu'un énoncé veut dire, la circulation, les trajets sociaux de cet énoncé, l'émanation, l'impression qu'une voix, une intention, une présence en provient. Wilf a insisté sur l'ambiguïté fondamentale qui explique en partie la fascination produite par l'IA. La réponse semble venir de quelqu'un, mais ce quelqu'un reste instable. Le collectif Lettre 13, avec Stéphane Poli, Semir Badir et François Provenzano, a ramené cette question dans le discours de savoir. Le point de départ est pragmatique. Il s'agit moins de demander à quoi reconnaître un stéréotype que de comprendre à quoi il sert. Dans le débat savant, le procès en stéréotypie permet de rendre l'autre reconnaissable, souvent dans ses excès. Le stéréotype devient une arme de lisibilité, mais aussi un risque interne au savoir lui-même. Pierre-Luigi Basso-Fossali a donné à cette dimension polémologique une formulation sémiotique très forte. Le stéréotype se réalise, selon lui, lorsqu'on neutralise la possibilité pour des tiers de revendiquer leur propre représentation. Il a parlé d'une neutralisation progressive et stabilisée. Le stéréotype devient alors une prison énonciative. Il fixe l'autre dans une image et permet parfois au sujet parlant de se cacher derrière une position anonyme. Jacques Fontany et Jean-François Bourdon ont donné à l'ensemble sa profondeur théorique. Chez Fontany, le stéréotype a été pensé à partir du figement et de la généralisation comme une forme qui gagne en transportabilité, c'est qu'elle perd en densité. Chez Bourdon, il a reçu une temporalité presque mélancolique. Toute innovation a pour destin de se terminer en stéréotype. Une invention frappe, circule, se répète, puis use. Le stéréotype devient le vieillissement d'une prégnance. Je suis désolé, je n'ai pas pu te mentionner dans ça. Vous pouvez imaginer. Alors, au terme de ce parcours, le stéréotype n'apparaît plus comme une notion isolée, il devient une constellation. Il est solidification typographique et automatisation du sens. Il est économie de l'inférence et capture énonciative. Il est comportement machinal, plausible visuel, rôle institutionnel. Il est aussi travail invisible, circulation sans auteur, jugement savant. Cette pluralité nous ramène pourtant à un point commun. Le stéréotype est une forme qui parle avec nous. Il parle avec la voix de la culture, mais cette voix se présente rarement comme étrangère. Elle se donne comme évidence, elle agit dans la langue, dans le regard, dans le corps social. Elle donne à la répétition la tranquillité du naturel. Il faut maintenant resserrer. Le tic et le stéréotype se ressemblent assez pour être pensés ensemble. Ils diffèrent assez pour que leur confusion devienne dangereuse. Tous deux impliquent une altérité qui agit dans une forme. Mais cette altérité ne se loge pas au même endroit. Elle ne suit pas la même direction. Elle ne relève pas du même régime d'assomption.
Trois axes deviennent alors nécessaires. Le premier axe oppose appropriation et expropriation. Dans l'appropriation, les sujets prennent en charge une forme qui vient d'ailleurs. Dans l'expropriation, une forme prend en charge le sujet et agit à sa place. Le deuxième axe oppose corps et discours. Certaines formes s'inscrivent dans la motricité, dans la posture, dans les gestes, d'autres circulent de la parole, de l'écriture, dans les formules sociales du jugement. Le troisième axe oppose ascension réfléchie et naturalisation. Une forme peut être reprise en sachant qu'elle est reprise, et peut aussi s'imposer comme si elle allait de soi. Dans ce dernier cas, l'altérité disparaît sous l'évidence. Le tic occupe le pôle de l'expropriation corporelle non intentionnelle. Le corps demeure celui du sujet, mais le geste qui s'y produit n'est plus pleinement assumé par lui. Une force autre traverse la motricité. Elle introduit dans la chair une intention sans propriétaire stable. Pardonnez-moi, c'est cube sémiotique. Le maniérisme se situe dans une zone voisine, mais moins violente, qui relève d'une disexpropriation corporelle. Le geste étranger n'est plus seulement subi, il s'est réinvesti peu à peu comme manière. Il devient très reconnaissable, puis parfois signature. Le stéréotype occupe une position plus complexe parce qu'il appartient au discours et fonctionne selon un double régime. D'un côté, le sujet s'approprie une parole qui ne vient pas de lui, il fait sien un discours collectif, anonyme, déjà usé. De l'autre, cette parole sociale s'approprie son jugement. Elle parle à travers lui avec la tranquillité de l'évidence. Le stéréotype est donc le point de torsion du cube, appropriation d'une non-identité discursive et expropriation du sujet par cette même non-identité. Le cliché est une disappropriation discursive. La forme collective reste disponible, mais elle a perdu sa tension et circule sans friction. Elle n'est plus vraiment assumée comme pensée et fonctionne comme une formule prête à l'emploi. Le pastiche appartient au versant réfléchi de l'appropriation discursive. L'écrivain reprend une forme étrangère en sachant qu'il la reprend. Il expose la distance, il transforme l'implant en opération stylistique. Le plagiat appartient lui aussi à l'appropriation discursive, mais selon un régime opaque. La reprise est intentionnelle, tandis que la médiation est effacée. Les sujets présentent comme singulier ce qui vient d'ailleurs. Le pastiche sauve la distance, le plagiat l'abolit. Le cube permet ainsi d'éviter une opposition trop simple entre tic et stéréotype. Il montre que la répétition ne suffit pas à définir une forme. Tout dépend du support où elle s'inscrit, de la direction selon laquelle elle agit et du régime d'assomption qui la rend visible ou invisible. Dans le tic, la répétition insiste dans les corps sans pouvoir devenir pleinement sienne. Dans le maniérisme, elle se transforme en manière. Dans le stéréotype, elle part dans le discours comme une évidence sociale. Dans le cliché, elle se vide en formule. Dans le pastiche, elle devient reprise assumée. Dans le plagiat, elle devient captation. La difficulté tient au fait que ces positions ne sont jamais absolument stables. Un tic peut devenir manière. Une manière peut devenir signature. Une signature peut se vider en cliché. Un stéréotype peut être repris ironiquement et devenir pastiche. Un pastiche peut perdre sa conscience critique et glisser vers les plagiats. Tout dépend du régime d'ascension. C'est ici que la sémiotique crémancienne devient décisive. Elle permet de distinguer la forme, la modélisation et la sens d'ascension. La forme peut être répétée, la modélisation peut varier, l'ascension peut être pleine, faible, ironique, opaque ou impossible. Le même trait, selon ce régime d'énonciation, peut relever du tic, du maniérisme, du pastiche, du cliché, du stéréotype ou du plagiat. Le tic et le stéréotype sont deux figures inverses de l'altérité dans les sujets. Le tic montre un sujet auquel son corps échappe. Le stéréotype montre un sujet qui s'empare d'une parole étrangère et la prend pour sienne. Le tic dramatise l'intrusion d'une force obscure dans l'identité corporelle. Le stéréotype dramatise l'installation d'une forme anonyme dans l'identité discursive. Entre les deux, la littérature cherche son lieu. Elle sait qu'aucune voix n'est pure. Tout sens reçoit des formes, des genres, des rythmes, des mémoires, mais elle sait, et c'est aussi que la singularité commence lorsque ces formes reçues cessent d'agir comme automatisme. Faire du sens, c'est transformer
l'héritage en assomption s'est transformé, pardonnez-moi, en tic dans une sémiotique. Merci Massimo pour ce parcours riche et drôle en tout cas. J'avais deux petites questions. Oui. La première concerne la figure du tic entre la position, disons, actentielle qui est au début. Donc, il y a, d'un côté, il y a un faire, donc on peut toujours penser la sémétique de l'action avec un sujet, justement, et faire. Et on a toujours pensé la passion, justement, comme la disparition de ce sujet, c'est-à-dire, justement, le passif, le non-sujet. Je me demande si l'éthique, est-ce qu'il serait entre les deux, entre le sujet et le non-sujet. Ça, c'est juste comme ça. Mais après, je pensais à ton grand tableau final sur les différentes figures. Et je pensais à ces figures qui apparaissent souvent dans le cinéma ou dans la littérature, de celui qui est dans le personnage, ou l'attitude, dans la stéréotypie, on pourrait dire radicale, qui fonctionne comme une bombe. Mais pas par le pastiche qui est assumé, parce qu'il n'y a aucune assumption. C'est-à-dire, c'est celui qui pousse tellement, un peu à la gourmande, une sorte d'excès de normalité, d'un excès de stéréotypie tellement stéréotypé, qu'en fait, il fait sauter les stéréotypes. Il devient vraiment extrêmement dangereux. Et là, je pensais, regarder tout à l'heure, je ne sais pas si tu te souviens de cette film à Peter Sellers, Bienvenue Mr. Chang. Ouais. Au fond, c'est un sommet de stéréotypie. Justement, comme c'est un sommet de stéréotypie, qui n'est pas assumé, parce qu'évidemment, il n'est pas conscient, donc il n'a pas de pastiche, mais ce qui au début, justement, apparaît comme quelque chose d'extrêmement cadré, qui est parfait pour une socialité qui marche, sans friction, sans fissure, au fond, finit par faire exploser tout parce qu'il y a une sorte d'excès de stéréotypie. Voilà comment à l'engagement, une sorte d'excès de normalité, ce qui paraît étrange qu'il puisse avoir un excès de stéréotypie. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. En fait, ce qui a animé un peu cette réflexion, c'est une sorte de voyage bien sûr, dans la sémiotique de la répétition. Alors, qu'est-ce qui se répète dans cette pétition qui se répète, cette pétition qui devient répétition? Qu'est-ce qu'on cherche? Et c'est là la question. Alors, tu partais de la position du tic comme position intermédiaire, mais moi, j'ai voulu partir de Maupassant exactement parce que là, l'on voit très bien ce que, d'un autre point de vue, nous dit la neurologie française naissante sur le syndrome de la Tourette, c'est-à-dire ce n'est pas un spasme dans le sens que là, l'on voit, encore une fois, l'ombre d'une finalité. L'on voit un objet qui a été soustrait, mais qui est présent. L'on voit quelque chose de spectral et de fantasmatique. Et donc, il y a une dimension narrative de l'éthique. Il n'y a pas forcément dans l'espace, il n'y a pas forcément dans le réflexe. Le réflexe n'est pas forcément un objet sémiotique, dans le sens que même dans la sémiotique, disons, persienne, ça relève d'une dynamique dyadique ou duale. Hein? Donc, on nous frappe sur la rotule avec un petit marteau et le réflexe se déclenche. Hein? Si notre corps fonctionne bien, si notre système nerveux fonctionne bien. Dans le tic, il y a déjà la triade. Il y a déjà une dynamique triadique. Il y a déjà de la sémiose. Mais c'est quand même une sémiose qui est assez bizarre et même sibylline parce qu'elle se présente comme une diade. C'est-à-dire, elle se présente comme une répétition qui ne l'est pas. Et alors là, on pourrait généraliser parce que peut-être toutes nos répétitions, ce sont des répétitions triadiques, c'est-à-dire elles se présentent comme des répétitions diadiques, mais elles ne le sont pas. Donc elles manifestent quelque chose.
il y a quelque chose de traumatique, il y a un récit à révéler dans chaque répétition. Et peut-être dans chaque stéréotype aussi. Julia. Ah oui, non, mais moi, je voulais te féliciter parce que ça a été un très beau parcours. Je peux apprécier la manière dont tu as articulé cette naturalisation de l'étrangeté et l'étrangérisation du milieu culturel. Non, moi, je n'ai pas grand-chose à dire, simplement, je voulais un peu reprendre avec toi une phrase que tu as dit très rapidement, mais je pense que tu l'as peu développé. L'éthique, ça peut devenir un style à travers la stabilisation, la répétition. Et je me demande, est-ce que ça suffit de parler de stabilisation, de répétition? Il faut aussi penser peut-être à un problème, oui, de conscientialisation ou pas, puisque le style, ça peut être aussi inconscient. J'aurais voulu interroger un peu sur le processus entre éthique et style. Non, c'est vrai, ça c'est... Par rapport à la signature. Oui, non, mais c'est effectivement ce qu'il faudrait développer, mais c'est qu'en fait, tout le séminaire a développé, c'est-à-dire en vous écoutant, même, disons, en n'est pas étant présent, mais en vous écoutant, j'ai remarqué que, en fait, on a eu l'attention exactement les transitions entre ces figures de la répétition qui ont des modalités différentes, qui ont des régimes d'ascension qui sont différents. Et alors, il y a quelque chose effectivement à sonder, peut-être aussi à formaliser dans ces transitions-là. Ce n'est pas évident. Bien sûr, on accepte assez facilement l'hypothèse qu'elle puisse devenir style, mais formaliser ces passages n'est pas évident parce que c'est une subtilité sensible amène vraiment à cette transition, disons, le style de la répétition. Je propose que nous avons là à illuminer des microphones de la province. Comme ça, on peut. Oui, je veux bien. Oui. Merci Massimo, c'est un beau panorama. Aussi bien au début dans la présentation des aspects cliniques que ensuite lorsque tu as repris le séminaire, donc tu as fait la conclusion d'une certaine manière. Moi, ce qui m'a attiré mon attention, c'est le parallèle des rôles entre le corps et la culture. Dans le tic, c'est le corps qui est ventriloque, et dans le stéréotype, c'est la culture qui est ventriloque. Et je me demande quelle est la procédure de description qui est la plus efficace, ou en tout cas qu'il faut maintenir en confrontation avec la procédure qui nous est habituelle, qui est constructiviste. Parce que ce que tu dis à propos, et ça t'a montré dans le détail à propos du tic et son rapport au corps, ça ressemble en quelque sorte à une sorte de résidu d'un processus général de réduction, de focalisation, de normalisation, de mise en relation par imputation à une énonciation, un résidu qui a été en quelque sorte conservé pour des raisons qui ne sont pas liées à la recherche d'une énonciation, soit personnelle ou en tout cas imputée. Et on pourrait dire aussi qu'à propos de la culture, il y a un ensemble qui est décrit par tous ceux qui s'y sont penchés, comme Eco, comme d'autres, qui est illisible, qui est insaisissable, et puis il y a des procédures de réduction, de focalisation, etc., qui permettent d'imputer et de répéter en imputant des énoncés ou des éléments sémiotiques. Et là aussi, il y a quelque chose comme des résidus nombreux
qui ne sont pas entièrement soumis à cette procédure de réduction, en tout cas qui ne va pas jusqu'à l'imputation à une énonciation. Je ne sais pas ce que tu penses de cette confrontation, mais moi, ça m'a beaucoup frappé dans ton exposé. Ah, merci, c'est une magnifique question. Je ne sais pas si je peux répondre, mais je vois qu'il y aurait une sorte de correspondance presque fractale entre les statuts de ce résidu dans le corps et les statuts de ce résidu dans la culture. Alors, moi j'avais promis quelque chose dans mon résumé et aussi dans mon titre que je n'ai pas vraiment tenu parce que je ne me suis pas trop critique, disons. Ça serait fait un peu comme une troisième partie à développer de cette conférence. Mais là aussi, il est question des résidus. Parce que c'est vrai qu'il y a des répétitions dans le corps, il y a des répétitions dans la culture, il y a des répétitions dans le langage, il y a des répétitions dans le discours. Mais dans cette correspondance fractale entre corps et culture, l'on voit l'importance du résidu dans la répétition. Alors, la question s'est posée par rapport à la contemporanéité aussi, et qu'est-ce qu'il arrive lorsque la culture est de plus en plus bâtie par des mécanismes de répétition qui énoncent sans résidu. Parce que c'est un peu ce qui arrive avec l'emprise de la machine et surtout de l'intelligence artificielle sur le langage. Alors, je vais revenir sur un exemple très concret. Je ne sais pas si vous avez remarqué que lorsqu'il écrit, Donald Trump, il fait beaucoup de fautes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des typos, hein, des coquilles dans ce qu'il écrit dans les social networks. Et bien sûr, il y a des commentaires un peu ingénus qui disent « Ah, voilà, il ne sait même pas écrire ». Non, il sait écrire très bien. Il sait exactement quel est le régime de véridiction de notre culture, qui est fondé de plus en plus sur l'émergence d'un résidu coquille typo dans une écriture qui devient de plus en plus un automatisme parfait, stéréotypique et sans résidu. Donc, c'est en fait par ces résidus maintenant qu'on se fait connaître en tant qu'humain et en tant que véridique. Il faut non seulement faire des fautes, il faut non seulement faire des fautes de grammaire, il faut non seulement faire des fautes d'écriture, mais il faut les mettre en scène. Alors, ça, c'est une question qui va peut-être même au-delà de cette correspondance fractale entre corps, langage et culture, parce que notre corps aussi est le fruit d'une répétition. C'est-à-dire que notre constitution génétique se doit à une répétition qui, cependant, n'est jamais une répétition parfaite. C'est-à-dire, si la reproduction de l'ADN avait été toujours parfaite et sans résidu, nous ne serions pas là comme nous sommes là. C'est-à-dire, notre c'est-à-dire que notre singularité, même en tant qu'espèce, se doit au fait que des fautes, des imperfections, des imprécisions se faufilent même dans ces procédés, dans ces processus phylogénétiques de constitution de l'espèce. Et donc, voilà, ce n'est pas une réponse, mais c'est une exploration encore plus cosmique de ces rapports entre répétition, résidus et, si nous voulons, aussi singularité. C'est-à-dire, c'est très difficile d'être singulier dans une énonciation parfaite. La perfection de tout le monde. Des questions ici. À l'ordre, Flavia, Luminé, Denis, Rosanna et après. Merci pour l'intervention. C'était très... Flavia, Jacques, tu peux couper. Sinon, je le... Je seulement remercie pour l'intervention, c'était très intéressant. Et j'aimerais revenir sur la relation entre éthique et stéréotype. Donc, une petite considération après une petite question.
je vois une continuité entre les deux qui s'inscrit dans une sorte d'aliénation par rapport à un programme narratif dans lequel les sujets se séparés par son objet, les valeurs, par les gestes même, mais aussi la pratique. Mais dans le cas de d'éthique, l'embrayage au sujet, c'est toujours manifeste, non? C'est toujours présent, actif. Et au contraire, dans la fonction du stéréotype est justement d'aller au-delà de l'appartenance au sujet, parce qu'il opère précisément dans la dimension intersubjective. Il doit fonctionner dans la dimension intersubjective. Donc, je me demande si pour vous, il y a une sorte d'intentionnalité qui n'est pas subjective, parce que dans l'éthique, c'est cette intentionnalité qui va et qu'elle devienne automatisée de quelque façon, voilà. Mais donc, c'est une intentionnalité déjà intersubjective. Je ne sais pas. Oui, non, il y a comme j'essayais de développer, des similarités et bien sûr des différences. Quoique, et Jacques l'a saisi parfaitement, on peut insister sur la différence entre corps et discours, corps et langage, mais un sémioticien, nous savons que cette différence, cette distinction est purement préliminaire. C'est-à-dire que moi, je vois une continuité entre le corps qui fait un zigzag, l'esprit qui fait un zigzag et la culture qui fait un zigzag. Il y a, disons, des contextes différents, mais il y a énormément d'analogies. Et dans tout ce cas-là, l'on voit apparaître une agentivité autre qui est manifeste dans le cas du tic. Dans le cas du stéréotype, ça peut être manifeste, mais là, je suis d'accord avec vous. Alors, la situation dans laquelle on est par rapport au stéréotype serait la situation dans laquelle l'on serait dans un monde des tiqueurs. C'est-à-dire, lorsque tout le monde a le même tic et personne ne les réalise plus. Voilà. Mais en même temps, on peut retourner la question, parce que est-ce qu'on peut appeler tic un trait du corps et du geste que tout le monde partage? C'est-à-dire, lorsqu'un stéréotype est universellement partagé, est-ce qu'il est encore un stéréotype? Vous avez montré comme dans la clinique, il y a eu une catégorisation, il devient un trait d'identification sociale, de quelque façon, syndrome de Tourette, et voilà. Mais il est toujours, c'est toujours possible de retracer les sujets qui est à l'éthique, non? Oui, mais là, le récit de Maupassant, de ce point de vue, est vraiment exceptionnel, parce que il montre que cette tic a une histoire. Et donc, que cette tic, en fait, est un signe de quelque chose qui est méconnu par les observateurs naïfs, disons, et parfois même méchants. Et donc, il faut en fait les narrateurs pour entrer dans l'éthique et voir que ce tic est l'expression corporelle, non pas simplement d'un récit, mais disons, l'empreinte pathémique, passionnelle de ces récits. Il y a une structure pathémique du récit qui, en quelque sorte, se trouve en filigrane, de façon concentrée, de façon microscopique, dans ce tic. Ce tic a même s'il n'a pas une narration, il a une narrativité, dans le sens qu'il concentre en soi ce geste de désir extrême d'appropriation et désir extrême de désappropriation. Et c'est exactement là le nœud central du récit, c'est-à-dire cette rencontre avec une vie qui est déjà morte, et donc avec une mort qui est encore vivante.
Emile? Merci beaucoup, Massimo. J'ai beaucoup de questions, commentaires, etc. Mais je vais essayer, c'est pour ça que j'ai l'écrit, d'être direct. Mais je te pose la question parce que je sais que ça t'intéresse. Mais tu as dit à la fin, la singularité apparaît sur la forme arrête d'être un automatisme. Je pense qu'en reprenant la question de Maria Giulia sur tous ses travaux, je pense que cela peut orienter la réponse toujours conflictuelle qu'on a par rapport aux artistes, l'image et les styles à l'époque de l'intelligence artificielle. Parce que justement, la reconnaissance des styles d'un artiste implique toujours sa simplification, voire sa ridiculisation parfois quand on voit ces tableaux hyper saturés, basiques, etc. Mais justement, c'est les résultats que ne veulent pas les artistes. Ils ne veulent pas être simplifiés, reconnus immédiatement, etc., malgré ce qu'on peut penser. Alors, je reviens à la question de Maria Giulia sur la conscience. Pour trouver les styles, il faut avoir une conscience sur les styles qui ont produit, ou même dans les côtés de l'art. Et je pense que le problème, justement, de les styles travaillés jusqu'ici, jusqu'à ta conférence, a été fixé, ou peut être fixé sûrement jusqu'à sa vanguard historique, ou même si on levait jusqu'à les néo-avant-gardes, où il y avait une sorte d'écriture à côté de la production artistique, qui fixait une sorte de manifeste dans l'avant-garde, les avant-gardes historiques, les manifestes étaient là, circulaient, etc. Les néo-avant-gardes, on trouvait des artistes plutôt chercheurs qui manifestaient qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Alors, tu as dit une chose avant de faire ce parcours sur les séminaires, et merci beaucoup de nous avoir écoutés et cité à tous. J'ai pris mes notes en espagnol, a parlé d'une fuerza usurpadora del stéréotype. Alors, je pense justement que l'art contemporain et que ton cube sémiotique est inspiré des artistes. Ça m'a fait la littérature classique, oui, mais de l'art contemporain, je sais que t'intéresse, parce que je pense que c'est justement cette force qui mobilise les artistes, mais pas seulement les artistes, même les usagers de la langue, à travailler avec ce reste dont tu viens de parler, mobiliser la transformation et même la mémoire, la production de mémoire. Donc, ma question, c'était plutôt ça. Quelle était si l'inspiration de ton club sémiotique peut être, comme la dernière fois, inspirée de Tracy Emin et tous les artistes contemporains, ou quelque chose comme ça, mais... Effectivement, ça, c'est ce qu'on demande à l'art. Et en même temps, j'essaie toujours, j'ai essayé, je ne sais pas si ça s'est transmis, mais j'ai essayé aussi de garder une certaine, moi je l'appellerais une certaine tendresse vis-à-vis des stéréotypes, qui n'est pas du paternalisme, mais qui est liée plutôt à une réflexion, je pourrais l'appeler même théologique. Il y a des passages très intéressants dans les Talmuds qui concernent le désespoir et qui ont été souvent cités et commentés en relation à la Shoah et en relation à ceux qui se trouvent dans une situation sans issue et sans possibilité de choix. C'est-à-dire lorsque la voie du sens n'a qu'un sens. Et ce sens conduit vers la mort, vers la tragédie. Et alors, il y a des voies talmudiques très intéressantes qui disent que la seule possibilité dans ces situations, c'est, bon, moi je connais le terme en anglais, mais je vais traduire peut-être aussi en français, c'est la companionship, la camaraderie, on pourrait peut-être l'appeler en français, n'est-ce pas? Et alors, il y a quelque chose de la camaraderie dans les stéréotypes, dans l'être ensemble des stéréotypes, qui ne doit pas être pour toutes les situations, bien sûr. Ça serait un gaspillage de rester dans la camaraderie du stéréotype lorsqu'on a beaucoup de choix, beaucoup de liberté, beaucoup de vie, beaucoup de jeunesse. Mais lorsqu'on est désespéré, peut-être on a besoin de stéréotypes. Voilà, je jette ça comme ça sur la table. Oui, d'autres. Oui. Denis? À moi? Ouais. Bien, merci beaucoup, Massimo.
J'aurais deux remarques, deux questions aussi. En t'écoutant, évidemment, du fait sans doute d'une fréquentation assidue, je pensais à la théorie des instances énonçantes développée par Coquet, et en particulier du statut du non-sujet, ça va à travers le stéréotype comme une sorte d'instance transversale aux différentes manifestations dont tu parles, et en particulier au statut du prédicat somatique, qui est l'émanation du non-sujet. Et je me demande si cette modélisation instantielle, plutôt que extensielle d'ailleurs, contribuerait à une analyse de la relation entre les proximités que tu as développées entre styles, stéréotypes, voire clichés, etc. Et ma deuxième remarque porte sur un événement de langage qui pourrait relever de la même famille, qui est le lapsus. Et est-ce qu'on ne peut pas dire que le lapsus, pardon, se trouverait à mi-parcours entre le tic et le stéréotype? Je veux dire, un mixte de somatique et de cognitif. Et est-ce que le lapsus ne serait pas justement l'émanation du corps d'un stéréotype idiosyncrasique? Oui, je suis tout à fait d'accord. En fait, j'ai aussi remarqué que ce qu'on pourrait appeler le lapsus des machines, qui est le glitch, a une étymologie qui vient du yiddish, gleichen, qui signifie glisser. Voilà. Ah oui, et lapsus, c'est un peu la même chose. Hein. Donc, le lapsus, c'est un glissage, comme le glitch, c'est un glissage. Donc, même dans la machine, on voit encore la possibilité de ce glissement qui est dû à l'emprise imparfaite du corps sur ses énergies, sur son agentivité et vice-versa, la prise imparfaite de l'agentivité sur le corps. Alors, ce que tu disais de la première question relève aussi de cela parce que, à mon avis, l'axe fondamental, c'est l'axe de la médiation. Et on voit très bien la possibilité du lapsus lingue, de l'utilisation de notre langue charnelle. On voit très bien cette possibilité dans la danse. On la voit très bien aussi dans l'écriture, et non seulement en tant que manque de maîtrise parfaite du stylo, mais manque de maîtrise parfaite de la langue. Emprise du sujet par l'énonciation sur le système de la langue. Alors, qu'est-ce qu'il arrive lorsque cette emprise devient parfaite? C'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus la possibilité de cette imperfection. C'est-à-dire lorsque ce qui intervient comme médiation ne concerne pas seulement le signifiant de l'écriture, mais concerne aussi sa sémantique, la production automatique d'une sémantique sans bavure. Alors là, peut-être on pourrait s'amuser à développer j'ai déjà en partie fait, de développer une sémiotique, on peut dire baveuse, sémiotique baveuse, de la bavure. Hein. La bavure est quelque chose d'intéressant. C'est pas de l'air, c'est pas du liquide, c'est quelque chose qui glisse, c'est quelque chose qui produit des imperfections. Et bavure, c'est aussi l'un des noms, si je ne me trompe pas, comme on parle en français pour les fautes, style d'écriture, etc. Et par contre, nous avons construit des technologies sans bavure, hein, même l'aspect esthétique de nos ordinateurs, de nos portables, etc. Et il est solide comme un stéréotype typographique. Mais ça n'a rien de la coquille, il y a la coquille aussi, c'est de la biologie qui se glisse dans la typographie.
une bavure qui est en même temps une condensation extrême. Parce que le tic comme le lapsus sont deux phénomènes d'hypercondensation. Ouais. Des prédicats qui d'ailleurs appellent le déploiement narratif, pathémique dont tu as parlé, dans l'un et l'autre cas. Ce qui n'est pas la même chose pour le cliché ou non, effectivement, pour le stéréotype. Ce n'est pas la même chose parce que on pourrait s'amuser aussi à élargir disons, ce principe par une sorte de biosémiotique de la bavure. Alors, on voit que des types de bavures sont partout. Hein, comment dire, des mucus. Nous, on est fait des mucus. Voilà. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, la nature n'aime pas les juxtapositions nettes. Elle aime graduer, créer des seuils dans les contacts entre êtres, entre entités. Voilà. Et alors, dans un rêve d'immédiateté sans bavure, on élimine ça aussi. On élimine la possibilité de ce seuil baveux hein, entre entités. Et alors, tous ces récits de bavure du corps, de bavure du discours, de bavure de la culture, sont aussi des récits et des rêves, disons, d'inspiration, d'introduction de nouveaux seuils. Hein. Moi, je ne veux pas être en contact avec la mort. Je veux être séparé par la bavure du discours. Je veux être séparé par quelque chose qui est une sorte d'énergie de médiation. Hein. Cette consistance de petites bulles hein, qui, en quelque sorte, fait glisser, mais qui sépare en même temps. Pour Sana, il y avait une question. Et Abner avant. Oui, un petit peu. Essayer d'être bref. Merci beaucoup, Marc. Toujours très riche. Je voudrais revenir sur quelque chose tu as déjà répondu partiellement à Jacques sur la question de la sémiotique de la répétition. Parce que cette question de la répétition revient justement plusieurs fois, à la fois dans mon séminaire, mais aussi dans les publications scientifiques. Je pense aux très beaux livres de Marion et de John Maliatore sur la répétition, etc. Et je me dis, finalement, si on regarde, je fais très, très brèvement. On regarde, on a trois possibilités. Soit on répète le même, la répétition du même, ce qui, au bout d'un moment, nous étouffe sémiotiquement. Soit on répète en modèle, et là, on n'y échappe pas. Toute la possibilité de parler est constituée sur l'analogie, le principe de la répétition d'un modèle qui devient principe de création, etc. Soit on répète un monème, chez nous. C'est une unité de sens qui revient, donc la question des motifs, des styles, des registres, etc. Et donc, en réfléchissant à tout ça, je me dis, finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement se rendre à l'idée que le singulier, la singularité n'est pas le moteur sémiotique dans lequel on baigne. Parce que si on imagine, on a fait plein de langues imaginaires, la langue imaginaire avec une nomenclature où il y a un nom pour chaque chose. C'est impossible, inutilisable, c'est l'échec de la communication. Comme la répétition du même. Je veux dire, on a les deux extrêmes, l'invariabilité totale et la variabilité absolue. Et si on pense finalement, tu nous as amené dans la culture, les clichés, si on pense finalement, notre culture, elle est construite sur l'idée de sérialité. Là, on baigne totalement dans la sérialité, mais on n'a jamais cessé de faire des variations et donc de baigner dans la sérialité. Donc, cette question-là, donc la question, elle est là. Deux petites questions, l'une un peu angoissante, est-ce que finalement, on ne devrait pas se rendre à l'idée de ne pas pouvoir être singulier, effectivement absolument singulier dans nos manifestations culturelles et sémiotiques. Et deuxième question, la question du résidu, ça m'a fait penser à Derrida tout de suite, le reste, le reste c'est comme le résidu qui réactive les possibilités de nouvelles interprétations. Le Talmud, tu
créer des fils en fait qu'on pourrait suivre. Et finalement, on n'aurait pas peut-être intérêt à nous pencher sur justement les failles, comme le pli et la plaie, à nous pencher sur les failles sérieusement, voilà, pendant que sémioticien. Merci, c'est un commentaire très très riche. Alors, ce scénario maintenant est très compliqué par le fait qu'on a déjà compris dans des milieux qui ne sont pas nécessairement académiques la nostalgie pour l'erreur, la nostalgie pour la faute, la nostalgie pour la bavure, pour la coquille. Alors, je vous parlais des Trump, mais je ne sais pas si nos étudiants, mais certainement les étudiants aux États-Unis utilisent des logiciels qui s'appellent Humanizers. Et c'est quelque chose de paradoxal, mais en fait, ils se font écrire des textes parfaits par l'intelligence artificielle et après, ils demandent à l'intelligence artificielle de les rendre vraiment parfaits. Et alors, là, on est entré dans le domaine de la simulation de l'imperfection, qui est quand même gérée par la machine, qui peut être reconnue par une autre machine, etc. Donc, c'est un peu abysmal, hein, ce qui se passe là. Et donc, moi, je me demande si on devrait peut-être prendre du recul par rapport à tout cela et peut-être déplacer un peu, encore une fois, la question. Excusez-moi, moi, je me déplace beaucoup, hein, physiquement, mais aussi spirituellement. Et parfois, je me dis, et je reviens sur la question du désespoir dont nous parle le Talmud, la question, au fond, c'est une question de solitude. Parce qu'une chose, c'est répéter tout seul, et autre chose, c'est répéter avec les autres. Alors, parfois, j'ai l'impression que nous adorons des stéréotypes individuels comme forme de nostalgie pour des répétitions collectives, c'est-à-dire des rituels, qui ne sont pas des routines. Nous avons des routines. Même dans la collectivité, même en société, nous avons des routines, mais nous n'avons pas des rituels. Alors ça, bien sûr, c'est un sujet qu'on étudie beaucoup dans la philosophie de la modernité. C'est un peu le prix à payer pour la modernité, d'être plongé dans une situation dans laquelle la répétition collective est insignifiante et la répétition individuelle est répétable. Et donc, voilà, c'est peut-être là la question. C'est-à-dire comment, non pas échapper de la répétition du stéréotype, mais d'y plonger dans la communauté. Abner, une dernière question. Oui, merci beaucoup pour cet exposé. Donc, j'ai 2-3 remarques. J'en ai beaucoup, mais je vais essayer de me limiter. Premièrement, je voulais savoir ce que tu penses tu penserais de revoir la question en termes de représentation ou de présence. Parce que tu as pris appui sur un cas clinique, au fond. Hein. Moi, je suis un clinicien, donc j'apprécie évidemment, mais je me pose la question, pourquoi faut-il recourir à de la clinique pour pouvoir se déplacer, comme tu dis, prendre un recul suffisant pour réexaminer la question autrement. Et donc, en convoquant un cas clinique, on convoque une présence. Il faut que l'IA puisse être mise en rapport avec une dimension incarnée qui puisse du coup produire ce reste. Jacques Fontanier parlait de résidus. Moi, je te remercie d'avoir parlé de mon exposé, mais il s'intitulait « Traiter les restes », comment traiter les restes. Et comme Denis Bertrand me demandait si on pouvait rapprocher ça du déchet, alors qu'au contraire, la question du traitement des restes pose la question de l'ancestralisation, c'est-à-dire la réappropriation pour fabriquer du nouveau. Donc là aussi, il y a peut-être des concepts à reconsidérer. Celui de la singularité. Pourquoi plutôt la singularité que l'individuation? C'est une question. Et l'autre, pourquoi parler de glissement plutôt que de butée? Parce qu'au fond, le tic
quand on a des patients qui ont un Gilles de la Tourette ou quelque chose du genre, on voit qu'il y a une lutte extrêmement forte entre quelque chose qui vient les envahir et contre lesquels ils luttent violemment. Moi, je me souviens d'un jeune patient comme ça, africain, enfin métis, et qui avait été, le père était complètement acculturé et qui était envahi par des tocs extrêmement, et des tics extrêmement violents, et avec des automutilations, des choses qu'on n'arrivait pas trop à traiter. Mais mis en regard de ses rêves, on voyait toute la troupe des ancêtres qui venaient le chercher, et il était dans cette lutte entre possession ou réappropriation par les ancêtres, et puis il vivait chez sa mère et c'était l'enfer, quoi, hein. Donc tout le travail était de comprendre entre comment lui-même devenait l'objet d'une lutte, hein. Bon. Alors, je me perds un peu, mais l'idée, c'est que la question que je pose, c'est est-ce que le stéréotype n'est pas quelque chose qui glisse, justement, plutôt qu'il ne bute sur une réalité, une dimension de présence qui fait que il n'y a pas de lutte. Tout ce que fabrique l'IA, c'est lisse, ça glisse. Et le texte qu'avait fait Jacques Montagny avait écrit sur le lapsus, avait montré comment le lapsus est à comprendre pouvait se comprendre comme deux discours concurrents. Et à un moment donné, cette lutte finit par laisser passer un élément du discours, et ça donnait ce dépassement par quelque chose qu'on ne voulait pas faire apparaître. Donc, moi, je pense que cette dimension de lutte nécessite un dehors par rapport à l'IA pour, du coup, essayer de comprendre ce qu'elle nous révèle dans les stéréotypes de notre propre culture, de notre propre stéréotype. Et voilà, j'ai des questions. Non, mais je suis tout à fait d'accord, en fait, avec la totalité de votre commentaire. Et en effet, nous avons encore ce type de perspective. Alors, ça a été un grand scandale qu'un récit écrit avec l'intelligence artificielle a gagné le prix du récit court de Granta, qui est une grande revue littéraire anglaise, et avec aussi une dimension coloniale, parce que bon, c'était un auteur qui écrivait depuis Trinidad, donc là, il y avait aussi question de composer la dynamique écriture avec l'IA, avec la dynamique de quelqu'un qui écrivait en anglais, mais de la périphérie, disons, du Commonwealth. Et là, bon, bien sûr, on a encore des lecteurs, y compris nous-mêmes, qui peuvent se rendre compte du fait que le texte est en train de buter, de trébucher sur l'éthique de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle a encore d'éthique dans l'écriture, bien sûr. Et cette éthique nous révèle beaucoup, pour des raisons qui sont assez banalement statistiques ou stochastiques, l'éthique de notre écriture globale, de notre écriture académique distribuée. Bon, je ne sais pas, l'impossibilité, on s'amuse beaucoup en remarquant l'impossibilité, par exemple, de l'IA, de ChatGPT, d'affirmer quelque chose sans nier un concept contrastif. C'est-à-dire, Maria Julia n'est pas seulement intelligente, elle est aussi savante. Voilà. C'est toujours cette allure contrastive qui est un tic logique de la construction de l'écriture chez l'intelligence artificielle. Ou bien, c'est que dans la rhétorique classique, on appelait les trilogons, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir constituer des listes s'ils ne sont pas faits de trois éléments. Donc, Maria Giulia, elle ne peut pas être belle et intelligente. Elle doit être belle, intelligente et riche. Donc, il faut trois éléments. Et en se disant, et ça, bien sûr, c'est des petites imperfections dans les fonctionnements de ces grands modèles de langage. Probablement, c'est aussi quelque chose, c'est un terme qu'on n'a pas mentionné, mais qui est très important, c'est le terme caricature.
Parce qu'il n'y a pas seulement le pastiche, il y a aussi la caricature. ChatGPT fait une caricature involontaire de notre style philosophique, une caricature involontaire de notre style académique. Et d'un style académique, non pas nécessairement à nous, mais du style académique anglo-saxon global qui s'est, disons, diffusé dans la dernière décennie. Et alors, le problème, ça sera justement de trébucher sur ça, de buter sur ça, de le voir comme un tic. Mais je ne suis pas sûr qu'un moment ne va pas arriver dans lequel ces tics seront normalisés. C'est-à-dire que ça sera normal de lire un texte de cette façon-là. Et ça aussi parce qu'on a déjà normalisé des tics dans l'écriture académique, hein, des résumés, le keywords. Si on lit des textes des années 60, il n'y avait pas tout cela. Ce sont des tics académiques qu'on a tout à fait naturalisés dans notre discours académique. Alors là, c'est plus compliqué parce que là, c'est des tics qui concernent non pas seulement, disons, des aspects des genres, donc des genres académiques, mais ça concerne la production des contenus. Donc on a ces tics qui se glissent aussi dans la production des contenus. Et il faudra un élément, une position, une perspective extérieure pour pouvoir les reconnaître. Mais comment est-ce qu'on va nourrir cette position extérieure? C'est-à-dire, qui sera là pour dire de l'IA est éthique, lorsque tout le monde sera un tic dans ce monde. Hein? Et donc, voilà. Le tic qu'on va reconnaître, ce seront plutôt des tics transitionnels, c'est-à-dire on se rendra compte, un peu comme on se rend compte dans les portables, dans les écrans de portables ou dans les passages d'un écran à l'autre, qu'une intelligence artificielle est plus sophistiquée que la précédente et donc a en quelque sorte dénaturalisé l'éthique des ChatGPT 2, mais va introduire des autres types qui seront en leur tour naturalisés. On fera une archéologie. Il faut faire une archéologie d'éthique. Voilà. Mais merci, c'est juste un début de réponse. On est un tout petit peu en retard, maintenant on va faire la pièce.